Bonjour à tous et surtout bienvenue. Bienvenue à tous à l'Université Toulouse 1 Capitole. Alors, c'est toujours difficile de rédiger des propos introductifs, d'autant que pour moi c'est la première fois. Il ne s'agit pas pour moi ici de procéder à une introduction de type académique. Je me limiterai simplement à aborder quelques éléments de justification du sujet qui est traité par ce colloque, à en relever les principales interrogations, du moins telles que je les perçois, et en creux à en souligner l'actualité. Bon, vous vous demandez probablement pourquoi Mickey Mouse figure sur cette première diapositive en introduction à ce colloque. Eh bien, figurez-vous que l'on doit à Walt Disney d'avoir révélé au grand jour le problème de l'accès à la justice en matière d'environnement. Mais soyez rassurés, vous n'avez manqué aucun dessin animé. Il ne s'agit pas de cela, puisque à la fin des années 60, Disney projeta d'aménager une station de sport d'hiver dans la vallée de Mineral King, en Californie, non loin du Sequoia National Park. Et évidemment, le Sierra Club, une des plus célèbres associations de protection de l'environnement aux États-Unis, organisa la protestation et déposa des recours en justice contre ce projet d'aménagement de station de sport d'hiver. Ces recours ont été rejetés, faute pour l'association, le Sierra Club, de justifier d'un intérêt personnel. Et c'est dans le but d'influencer la décision qui, à l'époque, était à venir de la Cour suprême américaine que Christopher Stone rédigea son célèbre article « Should trees have standing ?» c'est-à-dire « Les arbres peuvent-ils agir en justice ?» Et dès lors, alors cet article paraît en 1972, vous voyez une autre illustration des protestations à l'époque. Cet auteur, on reviendra peut-être sur ses propositions, mais du moins, il avait mis en lumière, à mon sens, la spécificité de l'accès à la justice dans le domaine particulier de l'environnement. Et justement, c'est cette spécificité qui, à mon sens, justifie en premier lieu l'organisation d'un tel colloque. À mon sens, cette spécificité tient à plusieurs éléments. D'abord, et c'est l'évidence, et c'est souvent ce que l'on peut retenir de l'article de Christopher Stone, la nature ne peut pas, par elle-même, défendre ses intérêts devant le juge, comme peut le faire une personne juridique. Il est évident que les arbres, les grenouilles ou autres oiseaux ne parlent pas, n'écrivent pas, et plus largement sont incapables de communiquer par eux-mêmes directement avec la justice. Cette première raison est évidente, mais mérite d'être rappelée. Il faut ajouter à cela que la protection de l'environnement constitue un intérêt collectif. Et dès lors, quand on va devant la justice pour défendre cet intérêt collectif, cela peut heurter certaines traditions juridiques qui consistent à privilégier un intérêt personnel au titre des requérants. En outre, je voudrais rappeler une mention qui figurait dans l'exposé des motifs du projet de directive de la Commission sur l'accès à la justice. La Commission nous disait que dans le domaine de l'environnement, contrairement à d'autres domaines, il n'y a pas assez d'intérêts financiers privés pour inciter à l'application du droit de l'environnement. On le comprend, il est parfois rentable de détruire l'environnement, d'aménager l'environnement, etc. Il est parfois moins rentable sur un plan strictement économique d'entendre défendre l'environnement. Dès lors, c'est ces éléments de spécificité qui, de façon générale, justifient l'étude du droit d'accès à la justice en matière d'environnement. Elle justifie en particulier la tenue d'un tel colloque par rapport à un colloque qui aurait pu avoir pour thème l'accès à la justice en général. On aurait pu aussi élargir. Et cela d'autant plus qu'en France, à ma connaissance tout du moins, ce sujet a finalement été peu traité par les universitaires, alors que lorsqu'on regarde un petit peu ce qui se passe à l'étranger, du côté des recherches universitaires, on s'aperçoit que ce sujet intéresse a priori beaucoup plus qu'il ne le fait en France.
Alors, d'abord, ce sujet va nécessiter un effort théorique. Il s'agit, et c'est le sens du programme que vous avez sous les yeux, de le replacer, de commencer par le replacer dans un contexte plus général, justement pour mieux appréhender et revenir sur cette fameuse spécificité dont je viens de parler. Pour cela, il faudra probablement, mais Xavier Magnon nous en parlera tout à l'heure, il faudra peut-être se questionner sur la fonction de l'accès à la justice. Je vous rassure, j'ignore s'il va en parler. S'agit-il seulement de régler un litige entre particuliers ou avec l'administration, ou plus largement d'assurer l'effectivité des normes juridiques? C'est une question qui, à mon sens, est posée. Il importe aussi d'envisager le rattachement de l'accès à la justice à la catégorie juridique des droits de l'homme. Ensuite, il sera probablement temps de revenir à la question de la spécificité environnementale de l'accès à la justice, avec la contribution d'un des meilleurs spécialistes de la question, le professeur Jonas Ebbesson, que je salue et que je remercie devant vous de s'être déplacé de Suède pour venir nous apporter son expertise. Merci Jonas d'être présent aujourd'hui pour ce colloque. Il me semble que c'est particulièrement important pour nous tous. De quelle manière cette spécificité environnementale de l'accès à la justice a-t-elle été traitée par le droit positif? Pour le comprendre, il nous faut revenir à un instant aux affirmations et aux propositions de Christopher Stone. Celui-ci proposait de confier à la nature la possibilité d'agir en justice, cela par l'intermédiaire de tuteurs légaux, ce qui revenait in fine à conférer à la nature la qualité de sujet de droit. Alors loin de la dimension philosophique qui a par la suite été donnée à l'article de Christopher Stone, cet article a probablement été récupéré par un certain nombre de mouvements philosophico-politiques. Loin de cette philosophie, la proposition de Stone visait simplement, en bon juriste, à étendre à la nature une pure technique juridique déjà largement éprouvée, c'est-à-dire conférer la qualité de sujet de droit à tel ou tel organe. Ce n'est pourtant pas cette voie, et peut-être que certains me contrediront sur ce point, mais à mon sens, ce n'est pas cette voie qui, par la suite, a été suivie par le droit positif. Plutôt donc que de reconnaître à la nature la qualité de sujet de droit et ainsi la possibilité de se défendre en justice, le droit positif s'est orienté en sens inverse vers la reconnaissance d'un droit de l'homme d'accéder à la justice en matière d'environnement. Néanmoins, le droit positif a assimilé l'idée des tuteurs légaux qui était proposé par Stone, en donnant, comme cela est le cas en France particulièrement, la possibilité à des associations de protection de l'environnement de défendre en justice leur objet statutaire. Là aussi, c'est une simple technique juridique utilisée au profit de l'environnement, mais une technique différente de celle proposée par Stone. Et de ce point de vue, évidemment, l'adoption de la Convention d'Aarhus en 1998 a confirmé, à mon sens, cette voie et a constitué un formidable catalyseur, si bien que l'article 9 de cette convention, dont il sera beaucoup question, notamment aujourd'hui, est devenu le standard de référence au niveau international dans ce domaine. Ce mouvement a conduit à adapter nos catégories juridiques. Les notions de recevabilité ou d'intérêt à agir ont été affectées. Et au-delà de nos frontières, ce sont des édifices entiers qui commencent à s'effriter. J'en veux pour exemple la théorie des droits publics subjectifs que connaît l'Allemagne, qui, sous l'impulsion de la Convention d'Aarhus, est contestée au moins à sa marge. Le caractère collectif des problèmes environnementaux a fait souffler un vent d'objectivisation sur les contentieux. Néanmoins, dans le même temps, des logiques subjectives
bien ancrée demeure et se voit renforcée par des préoccupations économiques que cache mal, à mon sens, l'étendard brandi de la sécurité juridique. J'en arrive ainsi aux deux éléments qui, de mon point de vue, forment le paradoxe de ce droit d'accès à la justice. Ce droit est aux prises avec deux logiques, l'une objective, l'autre subjective. Alors premièrement, la logique objective, en adéquation avec la finalité du droit d'accès à la justice en matière d'environnement, conduit, à mon sens, à l'extension de ce droit. Deuxièmement, la logique subjective, qui se préoccupe essentiellement de ce qui est compris comme étant de la sécurité juridique, justifie ici et là des limitations au droit d'accès à la justice et menace, à mon sens, ce droit d'un certain nombre de régressions. Une logique objective porteuse d'extension de ce droit d'accès à la justice. Cette logique objective est essentiellement promue par le droit d'origine externe. Néanmoins, il me semble qu'en France, l'organisation du système juridique ne permet pas de tirer pleinement parti de la reconnaissance internationale et européenne du droit d'accès à la justice en matière d'environnement. D'abord, cette logique promue, en quoi est-elle promue par le droit externe ? Même si depuis il a été repris par des directives européennes, l'article 9 de la Convention d'Aarhus est de ce point de vue la référence. Bon, vous en avez ici quelques extraits. Je passe sur les premiers et deuxièmes paragraphes pour me concentrer sur ce qui me semble être le plus important. Il donne au public la possibilité de contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement. Ces procédures doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris, si besoin, un redressement par injonction, doivent être objectives, équitables, rapides, sans que leur coût ne soit prohibitif. Voilà qui est particulièrement intéressant. Et enfin, chaque partie à la Convention doit envisager des mécanismes appropriés d'assistance. On voit ici toute la question de l'aide juridictionnelle. Mais au-delà du texte même de la Convention, c'est évidemment son interprétation qui permet d'en mesurer la portée. D'une part, le comité d'examen du respect des dispositions de la Convention d'Aarhus, que, à mon sens, on peut qualifier d'organe quasi-juridictionnel, même s'il ne s'agit pas d'une juridiction internationale. Ce comité d'examen, dont le président Jonas Ebbesson est présent, il pourra vous en dire beaucoup plus, ce comité a rendu un certain nombre de décisions très intéressantes à propos de l'article 9, décisions qui sont méconnues parce que pendant un temps, elles étaient très très lentement traduites en français, mais je vous invite tous à aller les consulter sur le site de la Convention. Tout est public, tous les documents sont en ligne, et donc vous pouvez vous lancer dans les analyses de la jurisprudence. Sans entrer dans le détail, je note que ce comité nous a dit que cet article 9, paragraphe 3 notamment, était applicable aussi bien au contentieux administratif, civil et même, c'est un peu moins clair, mais aussi au contentieux pénal. Ce comité n'a pas hésité à suggérer au juge anglais d'améliorer les modalités de son contrôle. Il a suggéré à ce juge un contrôle de proportionnalité des actes administratifs alors que celui-ci se contentait d'un contrôle beaucoup plus faible. Il a également, dans une décision à propos de l'Angleterre, il s'est aventuré sur le terrain de l'égalité des armes pour affirmer que les ONG ne doivent pas être contraintes de recourir à des avocats pro bono. Donc vous voyez ici que même si la décision ne portait pas exactement là-dessus, ce type d'affirmation permet d'imaginer une jurisprudence à venir. Il a mis en évidence plusieurs fois le caractère prohibitif des coûts de l'accès à la justice en Angleterre. Et il s'est également intéressé à l'effectivité des procédures de référé dans ces affaires concernant la France et l'Espagne. D'autre part, c'est la Cour de justice de l'Union européenne
qui interprète également l'article 9 de la Convention d'Aarhus et également les directives qui reprennent le contenu de cet article. Là encore, si on doit retenir les grandes tendances, on voit que le Royaume-Uni a été condamné en manquement en raison du coût prohibitif de son accès à la justice, et que l'Allemagne a fait l'objet également de condamnations en manquement en raison des critères de recevabilité qu'elle fixait en lien avec la théorie du droit public subjectif, qu'elle fixait à l'égard des associations de protection de l'environnement. Et pour vous convaincre encore de l'actualité de la question, je voudrais m'attarder un instant sur un arrêt en manquement rendu le 15 octobre dernier par la Cour de justice, commission contre Allemagne. Alors je ne rentre pas dans le détail, mais si on transpose cette décision au contexte français, eh bien c'est ni plus ni moins que la jurisprudence d'Anthony du Conseil d'État qui est remise en cause, à mon sens, de manière frontale. La Cour de justice a jugé que, conformément à l'objectif visant à lui donner un large accès à la justice, le public concerné doit pouvoir, par principe, invoquer tout vice de procédure à l'appui d'un recours en contestation de la légalité des décisions qui sont visées par la directive sur les études d'impact. Elle ajoute également que refuser l'annulation d'une décision administrative, c'est ce que fait Danthony, refuser l'annulation d'une décision administrative adoptée en violation d'une règle de procédure au seul motif que le requérant demeure en défaut d'établir l'incidence de ce vice sur le bien fondé de la dite décision prive le droit de l'Union de tout effet utile. Bon. Vous avez, à peu de choses près, les termes utilisés par le Conseil d'État. Cela a évidemment de quoi nous troubler, à l'heure où le rapport sur le contentieux administratif de l'environnement qui a été rendu en juillet dernier par la conseillère d'État Delphine Hédari, se félicite des applications de la jurisprudence d'Anthony en matière d'environnement. Alors ce rapport n'étant pas disponible sur Internet, je me suis permis d'en faire quelques copies que vous retrouverez ici pour ceux qui sont férus de contentieux administratifs. Mais bien au-delà de cet élément qui relève de l'anecdote, la logique objective portée par le droit externe est confrontée d'abord aux limites du système juridique français. Et c'est le deuxième temps de cette première idée sur la logique objective. Les limites de ce système se situent à mon sens à deux niveaux, les sources et le contrôle du respect d'un certain nombre de normes d'origine externe. Si l'on s'intéresse d'abord aux sources, on peut constater qu'en droit français, du moins à ma connaissance, il n'y a pas de reconnaissance spécifique du droit d'accès à la justice en matière d'environnement. Si on examine le texte de la Charte de l'environnement, qui devrait constituer le texte de référence dans ce domaine, eh bien, aucun de ces articles ne concerne l'accès à la justice. Et on peut avancer une hypothèse pour expliquer cela. Peut-être le pouvoir de révision constitutionnelle a-t-il considéré que le droit à un recours effectif qui découle de l'article 16 de la DDHC était suffisant. Il est pourtant possible d'en douter. Alors on pourrait discuter de la décision Michel Z, mais c'est peut-être moins clair. Je voudrais m'attarder un instant sur la décision QPC, association Vivraviri, du 17 juin 2011, où le Conseil constitutionnel est quand même parvenu, il fallait le faire, à valider l'article L600-1-1 du Code de l'urbanisme, au terme duquel une association est irrecevable à contester un permis de construire lorsque ses statuts ont été déposés en préfecture postérieurement à la date d'affichage de la demande de permis de construire. Autrement dit, dès qu'une demande de permis de construire est affichée en mairie, vous ne pouvez plus constituer une association pour contester ce permis. Il y a ici de quoi probablement
réfléchir en termes de compatibilité avec l'article 9 de la Convention d'Aarhus. Et comme l'exprimait Jean Rivero, le Conseil constitutionnel filtre le moustique et laisse passer le chameau. Voici, à mon sens, un beau chameau. En second lieu, lorsque le requérant se tourne vers le droit externe pour utiliser ce fameux droit d'accès à la justice en matière d'environnement, il se trouve confronté à des difficultés. L'article 9 de la Convention d'Aarhus ne produit pas d'effet direct en droit interne, en droit français, et dès lors, il ne peut pas être invoqué par les requérants. Il lui faut alors se tourner vers le droit commun, par exemple du côté de la Convention européenne des droits de l'homme, qui, même si, on le verra aussi, la Cour a fait des efforts tout à fait louables dans ce domaine, mais ce droit commun ne tient pas nécessairement compte de la spécificité environnementale de l'accès à la justice. Il en résulte donc un paradoxe évident. D'un côté, on a une formidable extension du droit d'accès à la justice lorsque l'on va dans les sphères européennes et internationales, et de l'autre, il est pratiquement inutilisable par les requérants en droit français. Alors, il est temps d'envisager maintenant cette fameuse logique subjective qui rend d'autant plus regrettable le caractère inutilisable de ce droit, puisqu'elle est, à mon avis, porteuse de régression. Une logique subjective porteuse de régression. Alors pendant longtemps, la France a été considérée au niveau européen comme étant un bon élève en matière d'accès à la justice en matière d'environnement, notamment par plusieurs rapports de la Commission européenne, qui avait raison, hein, cela dit, de dire que par rapport à d'autres États comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, nous étions plutôt bien lotis. Effectivement, 40 000 livres sterling lorsque vous perdez un recours en Angleterre, effectivement, le droit français n'en est pas là, même s'il y a parfois des décisions contestables. Donc, j'en conviens, on ne pouvait pas faire pire probablement que l'Angleterre. Mais je voudrais quand même contrebalancer cette idée selon laquelle il n'y aurait pas de problème d'accès à la justice en matière d'environnement dans notre pays. Ce droit d'accès est confronté à une logique subjective qui, sous couvert de sécurité juridique, tente à le limiter, voire à produire des régressions. Alors voyons d'abord les limites qui pèsent sur ce droit. Et de ce point de vue, je ne reviens pas sur l'absence d'invocabilité de la quasi-totalité des traités internationaux intervenant dans le domaine de l'environnement. Cela tient à la jurisprudence du Conseil d'État sur ces questions. Je ne m'attarde pas non plus sur l'absence de reconnaissance du préjudice écologique pur dans le droit de la responsabilité administrative. On aura peut-être l'occasion d'en parler si tant est que cela rentre dans le sujet. En revanche, je voudrais m'attarder un instant sur les procédures d'urgence, et particulièrement dans le domaine du contentieux administratif. Et cette question, à propos de laquelle, par exemple, parmi d'autres, le projet de barrage de Sivens peut donner à réfléchir, est à mon sens particulièrement importante. Le droit de l'environnement, dans une large mesure, est un droit de prévention. Et face à cet impératif, on pense tout de suite au référé suspension en contentieux administratif, qui peut être sollicité auprès du juge administratif et qui, dès lors, apparaît comme un instrument crucial pour éviter des atteintes irréversibles à l'environnement. Or, le manque d'effectivité de cette procédure est régulièrement mis en avant par des associations qui ont un petit peu d'expérience dans ce domaine, comme France Nature Environnement, mais également par quelques membres de la doctrine qui sont peu nombreux finalement à s'y être intéressés. Et selon eux, c'est notamment la condition d'urgence qui pose problème, du moins en l'état actuel de son interprétation par le juge administratif, qui tient, selon certains,
qui tient finalement aujourd'hui moins compte de l'irréversibilité des atteintes à l'environnement que ce n'était le cas avant la réforme des référés. Il faut noter également que cette condition, plutôt de nature subjective, vient s'insérer dans un contentieux de la légalité de nature purement objective. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains auteurs, et non des moindres, comme le professeur Chaput ou le professeur Seyé, suggèrent purement et simplement la suppression de cette condition. Le rapport de Delphine Hédari, dont la mission officielle n'était pas d'améliorer l'accès à la justice, mais de favoriser la sécurité juridique des porteurs de projets sans porter atteinte à l'accès à la justice, ce qui n'est pas quand même tout à fait la même chose, considère que la plupart des référés sont rejetés en raison de l'absence de doute sur la légalité de la décision administrative et non en raison du défaut d'urgence, autrement dit, comme c'était le cas notamment pour les référés déposés dans l'affaire de Sivens, le juge n'a pas l'occasion de se prononcer sur l'urgence parce que, d'abord, la plupart du temps, il considère qu'il n'y a pas de doute sur la légalité. Et donc, selon ce rapport, il serait impossible d'évaluer précisément le problème de la condition d'urgence dans ce domaine. Et il est, à mon sens, assez certain qu'une étude approfondie doit encore être menée sur cette jurisprudence. Néanmoins, l'argument avancé par ce rapport peut être retourné. Si la condition d'urgence joue si peu en matière de référé-suspension, alors pourquoi la maintenir? Et donc, personnellement, je regrette que ce rapport n'ait pas été l'occasion de travailler davantage sur cette question. Quoi qu'il en soit, j'aime bien rappeler une décision, alors que certains considéreront comme une pure décision d'espèce, mais qui, à mon sens, est intéressante, un arrêt du 16 avril 2012, commune de Conflans-Sainte-Honorine, où le Conseil d'État, après avoir admis que les conditions du référé étaient remplies, vient nous dire qu'il lui est possible d'écarter la demande de suspension à titre exceptionnel lorsque la suspension de l'exécution de la décision porterait à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité. Le principe de l'égalité et par la même occasion la prévention des atteintes à l'environnement sont ainsi battus en brèche. Au-delà de ces limites, j'en viens à mon dernier point, les régressions. Les régressions donc relatives à ce droit d'accès. Là encore, il est possible de mettre en avant quelques exemples. On pourrait discuter, pour ce que je connais le mieux, c'est-à-dire le contentieux administratif, on pourrait discuter de ce mouvement de sécurisation du contentieux marqué par la décision association AC, par exemple, qui permet de moduler les conséquences de la décision d'Antony, etc. Mais à mon sens, de ce point de vue, la menace vient essentiellement du législateur et non pas de la jurisprudence du Conseil d'État. On l'a vu cet été encore, les délais de recours en matière d'installation classée ont été réduits, et particulièrement, ma chère Carole, en matière d'élevage, où désormais on arrive à 4 mois on arrive à 4 mois de délai de recours pour les tiers, alors qu'il n'y a encore pas si longtemps, on était à 4 ans de délai de recours. Voilà, cette époque est probablement révolue, mais il me semble que la régression est assez nette. On abordera aussi avec Grégory Calflech et Camille Moreau la question du contentieux de l'urbanisme. Je n'en ai pas le temps, mais juste vous donner 2 autres pistes de régression. D'abord en matière d'urbanisme commercial, où pour pouvoir déposer un recours contre le permis de construire d'une grande surface commerciale, il faut d'abord avoir saisi la Commission nationale de l'aménagement commercial. Or, qui peut saisir cette commission? Un certain nombre de personnes, mais pas l'ensemble du public concerné. Or, dans sa décision Gruber du printemps dernier, la CJE a dit qu'à partir du moment où une décision est soumise à une étude d'impact, eh bien, c'est l'ensemble du public concerné qui doit pouvoir saisir le juge. Les grandes surfaces commerciales qui, en même temps, font l'objet d'une étude d'impact
entre dans le champ d'application de cette jurisprudence. Et donc, à mon sens, on a un problème de conformité au droit de l'Union européenne ici. Et je ne doute pas qu'on reviendra sur ce feuilleton de l'été qu'a été la loi Macron et cet article qui est venu modifier, certains l'ont fait remarquer dans un certain nombre de revues, qui a modifié les modalités de l'action en démolition. Lorsqu'on a un permis de construire, une construction édifiée conformément à un permis de construire, mais que ce permis de construire est annulé par le juge administratif, eh bien, ces possibilités ont été largement réduites durant l'été. Peut-être que certains y verront comme moi une atteinte au principe de réparation intégrale du préjudice, mais également une atteinte considérable à l'exécution des décisions du juge administratif. Il paraît que l'annulation est rétroactive, m'a-t-on appris. Or, je rappelle que ce droit d'accès à la justice, et c'est là son caractère particulièrement intéressant, concerne aussi l'exécution des décisions du juge, sans quoi il resterait en grande partie théorique.